C'est avec la flûte de Michael Brahim que nous allons commencer cette deuxième vidéo qui sera consacrée au tri par sélection. Cette mélodie nous rappelle les terres persanes dont était originaire Al-Khwarizmi, dont je vous parlerai un petit peu tout à l'heure. On va reprendre notre méthode habituelle, celle qu'on avait suivie dans la vidéo précédente, c'est-à-dire on a le code de l'algorithme que nous allons étudier qui est déjà présent dans Tony. Là, cette fois-ci, on va essayer un petit peu de le compléter. Et à gauche, l'implémentation de l'algorithme en question en JavaScript pour voir un petit peu plus visuellement comment les choses se passent. Avant de se lancer sur le tri par sélection, je vais vous proposer d'abord, dans la console, de comprendre ce qu'est une permutation de variables. Alors, qu'est-ce que c'est une permutation de variables? Je vais vous donner un exemple tout de suite. Vous savez que dans Python, on peut faire une affectation multiple, c'est-à-dire les variables que je vais appeler 1 et 2, on peut leur donner tous les deux et d'un seul coup des valeurs. Les variables 1 et 2, je leur ai affecté les valeurs 1 et 2. Est-ce que 1 vaut bien 1? Oui. Est-ce que 2 vaut bien 2? Oui aussi. Alors, comment est-ce qu'on procède dans Python maintenant pour que 1 vaille 2 et que 2 vaille 1, c'est-à-dire pour permuter les valeurs? Alors, la méthode est très très simple, je vous le montre ici. On procède comme ceci en Python pour permuter deux variables. 1, 2, je leur affecte des valeurs 2, 1. 1 prendra la valeur 2, 2 prendra la valeur 1. On fait ça d'un seul coup, on vérifie si ça a marché. 1 vaut 2 et 2 vaut 1. D'accord, on a réussi à permuter deux variables en une seule étape, ce que permet de faire Python. Les autres langages sont un petit peu plus, c'est un petit peu plus compliqué à faire dans les autres langages. En Python, c'est très simple, on suivra cette méthode pour faire des permutations. Je vous parle de ça parce que l'algorithme du tri par sélection utilise cette méthode de la permutation de valeurs pour trier un tableau. D'autres méthodes de tri, vous verrez, utilisent aussi cette permutation. C'est pour ça que je vous en parlais un petit peu avant de commencer. Alors, vous êtes prêts? Vous avez Tony qui est ouvert, vous avez le code collé ici dans la fenêtre principale du programme, et je vous propose de nous lancer tout de suite dans l'exploration de cette méthode de tri. Alors, le tri par sélection, c'est une méthode de tri parmi la très grande quantité de méthodes qui existent. On en verra quelques-unes dans ce cours sur l'algorithmique. On va commencer par celui-ci parce que vous allez voir qu'il utilise des notions de la recherche du minimum qu'on a vu dans la vidéo précédente. Alors, regardons-le à l'œuvre, ce tri dont nous allons parler ici. C'est parti, vous êtes prêts? Allez, je génère un tableau. Alors, on va prendre 14 valeurs pour commencer. Et comme dans la vidéo précédente, je génère un tableau avec des valeurs aléatoires comprises entre 1 et 100. 14 valeurs ici dans ce cas-là. Et dans la fenêtre qui est ici, vous voyez les valeurs du tableau, ici même en orange, et en dessous l'indice qu'ils occupent dans le tableau. D'accord? La valeur 47 est à l'indice 10 dans ce tableau qui contient 14 valeurs indexées de 0 à 13. Regardons un peu comment le tri fonctionne et observons un petit peu ce qui s'y passe. Alors, on voit un rectangle jaune qui progresse. On voit un rectangle rouge aussi qui progresse et qui parcourt le tableau. On voit des bouts de rectangle qui sont soulevés. Ça va correspondre aux affectations. Et puis parfois, comme vous le voyez ici, des échanges, des permutations. Alors, il se passe beaucoup de choses. Maintenant, on va regarder un par un ces éléments, comment ils s'exécutent dans cet algorithme de tri par sélection d'un tableau à 14 valeurs. Alors, on va avancer plus lentement maintenant et on va se focaliser sur ce rectangle jaune que vous voyez là, qui commence à l'index 0 et ce rectangle rouge qui parcourt le reste du tableau. Regardez bien le rectangle jaune, hop, il est passé à la valeur 1. Il se passe des choses à droite, très bien, ok, ça avance, et vous voyez que dès que cette chose est faite, hop, on passe au suivant. La première chose qu'on peut constater, c'est que le rectangle jaune, je vais accélérer un petit peu, est incrémenté d'une valeur de 1 à chaque fois. On y reconnaît là une boucle for, certainement, qui démarre à 0 et qui va s'arrêter à combien? On va voir. Et là, on fera attention parce que dans le tri par sélection, regardez bien, je vais ralentir un petit peu, on a la valeur 9 maintenant.
On arrive à la valeur de 10. On passe ensuite à la valeur de 11. On va ensuite à 12. Mais on ne va pas à 13 comme vous l'avez vu ici. On verra tout à l'heure que dans le tri par sélection, la boucle principale, on va l'appeler comme ça, c'est-à-dire le parcours du rectangle jaune, s'arrête à 12, c'est-à-dire à la taille du tableau moins 1, et on n'a pas besoin d'aller plus loin pour que le tri soit effectif. Bon, ça on ne fait que le constater, hein. On va le regarder encore, on va refaire un parcours du tableau, regardez bien la boucle jaune, en effet, elle démarre de 0, elle parcourt tout le tableau jusqu'à la valeur 12, c'est-à-dire avant la fin, et là, elle peut s'arrêter, je suis sûr que le tableau est trié. Je vous fais remarquer autre chose, c'est que à gauche du rectangle jaune, les nombres que vous voyez là apparaissent en vert. Pourquoi? Parce que vous remarquez qu'ils sont triés. Ils sont déjà triés à gauche. Alors on continue, hein, on avance, 9, 10, 11, 12, et là on peut s'arrêter, pas la peine d'aller plus loin. Alors qu'est-ce que ça veut dire? À droite, dans mon algorithme Python, mon implémentation d'algorithme en Python, comment va fonctionner cette boucle principale? Alors le parcours par le rectangle jaune du tableau, vous le voyez ici. Au-dessus, comme j'ai fait dans le tri par sélection, la longueur, la taille du tableau prend la valeur n. Pour nous, c'est 14. Hein, vous vous souvenez, il y a 14 valeurs dans ce tableau, avec des valeurs indexées de 0 à 13. Comment parcourir le tableau avec le rectangle jaune pour qu'il soit effectué de la même manière qu'à gauche? For I in range. In range combien? On a vu qu'on était parti de 0 et qu'on allait non pas jusqu'à la valeur n, la dernière valeur du tableau, mais qu'on pouvait s'arrêter à la valeur n-1. On le justifiera tout à l'heure, pas la peine de le faire pour l'instant. Ce que j'ai fait ici, c'est que for I in range n-1 veut dire tu peux parcourir tout le tableau et puis tu t'arrêteras ici à l'avant-dernière valeur du tableau, ça va fonctionner. Ok. Et qu'est-ce qu'il a fait dans cette boucle-là? Évidemment, il se passe plein de choses à l'intérieur, mais j'attire votre attention sur cette instruction-là. Indice min égale i. Indice min, comme dans la vidéo précédente, c'est l'indice du tableau qui contient la plus petite valeur. Alors, regardons encore une fois ce qui est en train de se passer. À chaque fois qu'on parcourt cette boucle, on incrémente la valeur indice min à la valeur de i. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à gauche? On va commencer lentement et on se relance encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, il vaut 0. Indice min vaut combien? Eh ben donc, il vaut 0. D'accord? On continue. Il va valoir 1 maintenant. Que vaut indice min? 1. Alors, vous comprenez maintenant que qu'est-ce qu'on est en train de dire là? On est en train de dire qu'à chaque fois que la boucle jaune s'incrémente, on initialise la variable, l'indice du minimum, il est là. Ça doit vous rappeler un petit peu ce qu'on avait raconté dans la dernière vidéo. Pour l'instant, on le constate, à chaque fois que la boucle jaune est incrémentée, on part du principe, avant d'aller plus loin dans l'algorithme, que la valeur qui contient la valeur minimum du tableau, c'est 1 dans ce cas-là, c'est-à-dire c'est i. Alors on va mieux comprendre par la suite pourquoi on se fatigue à faire tout ça. On reprend notre exploration et maintenant on va s'intéresser à ce que fait la boucle rouge. Alors observons attentivement ce qui se passe dans le parcours du rectangle rouge. Je vais l'appeler la boucle rouge, qu'on peut appeler la boucle interne aussi. Remarquez une chose, d'abord à combien démarre-t-elle? On voit que le tableau est parcouru jusqu'au bout, mais qu'on démarre à chaque fois. Vous avez vu? Je vous laisse réfléchir et regarder. J'incrémente la boucle principale à 5, je démarre à 6. Vous avez vu? Je vais jusqu'au bout du tableau. Il passe à 6, hop, je démarre à 7. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Je pense que vous avez compris. Cette boucle interne, qui est représentée par la boucle rouge, par le parcours du rectangle rouge, il démarre à combien? Alors, on ne va pas le faire redémarrer à 0 à chaque fois, vous avez compris, mais il va démarrer à la valeur du jaune plus 1. Le jaune, c'est qui? C'est i plus 1. Pour parcourir la partie rouge, c'est-à-dire la partie droite du tableau,
on va démarrer à chaque fois à i plus 1. Et à combien va-t-on s'arrêter? Vous l'avez vu, dans le tableau, on allait cette fois-ci jusqu'au bout, jusqu'à la dernière valeur. Donc cette fois-ci, tu peux aller jusqu'à n. C'est ça qui est en train de se passer. D'accord? Donc on reprend, allez, on prend encore d'autres valeurs, et on retrie, c'est parti. Regardez bien la boucle rouge maintenant. En effet, on va aller à une vitesse un peu plus élevée. Regardez bien, la boucle rouge parcourt finalement la partie droite du tableau par rapport au rectangle jaune. Vous avez remarqué? Donc, cette boucle interne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe au scanner le tableau, mais juste sa partie droite. Et on comprend mieux pourquoi maintenant, visuellement, pourquoi est-ce qu'elle n'explore que la partie droite? Parce qu'on se rend compte, on l'a vu déjà, que la partie gauche, le travail est déjà fait, c'est déjà trié. Donc tout le travail à faire est dans la partie orange. Et donc la partie rouge est en train de scanner, comme vous le voyez, toute la partie droite du tableau par rapport au jaune. Ce qui justifie donc, on est d'accord, que la boucle interne, la rouge, peut démarrer à i plus 1 et finir à n. Et maintenant, tout le but du jeu va être de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de cette boucle rouge. Alors, je l'avais commenté pour pas que vous soyez perturbés visuellement par tout ça, mais maintenant on va la décommenter pour qu'elle soit active. Quelles sont toutes ces instructions qui s'exécutent à l'intérieur de la boucle rouge? Alors, regardons attentivement. Maintenant, quand je lance l'exploration de la partie droite du tableau avec ma boucle rouge, qu'est-ce que je fais? À chaque fois, je vous le traduis en français, si la valeur du tableau qui est à l'indice J est plus petite que la valeur du tableau qui est à indice min, indice min prend la nouvelle valeur de J. Bon, alors regardons ça un petit peu plus tranquillement, encore une fois à gauche, et regardons un peu. Traduisons en français. Et là, maintenant, je pense que vous allez mieux comprendre. On va prendre ici, par exemple, à ce tour de boucle. À chaque fois qu'il soulève un rectangle, qu'est-ce qu'il fait? Vous remarquez qu'il est en train de chercher la plus petite valeur de la portion de tableau à droite. On réessaye. 38, 35. Est-ce qu'il y a plus petit que 35? Ah oui, 31. Ok, j'arrive au bout. Et là, j'échange, j'y reviens dans quelques instants. 35. Est-ce qu'il y a plus petit? Ah, là non. Bon, ok. Je passe au suivant. Est-ce qu'il y a plus petit que 90? 48, 39, 38. Ah, j'ai trouvé le plus petit. J'échange. Je passe à la valeur suivante. Remarquez ce qui se passe à chaque fois. Je pense que vous avez compris. Dans cette portion de tableau, on cherche qui est le plus petit. Donc on fait une recherche du minimum dans la partie de tableau qui correspond à toutes les valeurs à droite de la valeur d'indice 7, 8 maintenant. Et à chaque fois que j'en trouve un, je procède à un échange, j'y viens dans quelques instants. C'est ça qui est en train de se produire. Donc maintenant, on va le relancer une énième fois et puis faire peut-être un petit arrêt sur image. Regardons un peu à quel moment on peut s'arrêter. Je ne sais pas, maintenant par exemple. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai affecté, pour commencer, au premier tour de boucle principal, la valeur minimum, je décide, comme dans la recherche du minimum, qu'elle est à l'indice 0. Je l'ai fait à quel moment? Je l'ai fait ici. Dès le début, j'indique que le jaune, c'est la plus petite valeur. Ensuite, je regarde toutes les valeurs qui sont à droite, ici, et je regarde, la boucle rouge a commencé ici, par exemple, je regarde si 98 est plus petit que 81. Est-ce que c'est le cas? Non. Donc cette condition n'était pas réalisée, du coup, je n'exécute pas ces instructions et je reviens ici et je passe au tour suivant. Le tour suivant, c'était quoi? C'était J égale 2. J égale 2, est-ce que 88 est plus petit que 81? Toujours pas. Donc je passe à la suivante. Le rouge est arrivé ici, J égale 3. Est-ce que tableau J, c'est-à-dire 58, est plus petit que tableau indice min, c'est-à-dire 81? Cette fois-ci, c'est oui. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? J'indique, j'en étais à J égale 3, que le nouvel indice de mon nouveau minimum, c'est 3. Donc, je suis en train de parcourir, vous avez vu mon tableau à droite, en cherchant l'indice du plus petit. C'est ça qu'on a fait. Et maintenant, on va reprendre l'exécution de l'algorithme. Allons-y.
on va passer au tour suivant. Et vous avez compris que maintenant, on va parler des permutations. Puisque une fois que j'ai parcouru toute ma boucle interne, la rouge, qu'est-ce que je dois faire? Je dois échanger la plus petite valeur avec celle qui était affectée dans I, dans la boucle principale. 54, 46. Ah, 46 était le plus petit, je l'échange avec 88. Donc, c'est ce qui est expliqué ici à droite. Qu'est-ce qu'on voit ici? Je parle dans 2 secondes de cette condition. Une fois que tu as parcouru toute la boucle rouge, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu fais la permutation, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. On permute qui? Tableau I, l'indice du jaune, avec tableau indice min, c'est-à-dire l'indice du plus petit qui est soulevé ici dans ma boucle interne. Là, il y en a un, ah ben je les échange. Et cette fois-ci, on va le laisser aller jusqu'au bout, tranquillement, peut-être à vitesse normale, pour vous rendre compte qu'en effet, la boucle principale n'a pas besoin d'aller au bout pour avoir le tri final. Regardez bien, j'échange ces 2 valeurs, je passe à 11, je cherche le plus petit, j'échange, ici, j'échange. La boucle principale n'a pas besoin d'aller à 13, le tableau est entièrement trié. Alors pourquoi est-ce qu'on a rajouté cette condition? Non, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit tout simplement, là je prends un tableau qui est déjà trié au départ. Bon, le tri par sélection, il ne va rien faire parce qu'il va parcourir le tableau pour s'apercevoir que tout est déjà dans l'ordre. Donc regardez bien, l'algorithme s'exécute comme on l'a dit. D'accord? Hop, je passe, mais je ne fais absolument rien puisque je ne trouve jamais de valeur plus petite que le jaune. Donc cette condition-là n'est jamais réalisée. Donc le parcours se fait tranquillement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire if indice min est différent de i? Ça veut tout simplement dire que indice min, c'est lui. Vous êtes d'accord? Mais i, c'est lui aussi. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, cette condition-là, c'est que si tu n'as pas trouvé plus petit que le jaune, d'accord? Dans ce cas-là, c'est pas la peine de faire l'échange, on ne va pas l'échanger avec lui-même. On aurait pu ne pas mettre cette condition, il se serait échangé avec lui-même, on aurait gaspillé un petit peu de ressources processeurs pour rien. Voilà, c'est ce que signifie cette instruction. Et évidemment, il va au bout, il est trié, mais il cherche quand même. Et voilà, mon tableau est trié. Alors, on peut augmenter le nombre de valeurs, évidemment, à trier, mais là, ça va être un tout petit peu plus long et je vous laisse regarder l'exécution du tri par sélection de manière un peu plus visuelle. Cette fois-ci, j'ai 28 valeurs. Et comme vous le voyez, le tableau est parcouru par la boucle jaune. La boucle interne cherche le minimum, procède à l'échange s'il y a besoin de le faire. Et remarquez que toujours qu'à gauche de la partie jaune, ici, de la boucle principale, le tableau est trié. J'arrive jusqu'au bout et mon tri par sélection est effectif. Allez, on va y aller. Et voilà, on est content. Le tableau est rangé par ordre croissant. Alors maintenant, on va voir si notre code Python fonctionne. Quand même, ce serait pas mal. Je vais copier, vous mettez les valeurs que vous voulez. Là, j'ai 28 valeurs dans ce tableau. Et maintenant, on va le faire s'exécuter. Donc ma fonction est maintenant opérationnelle. On va voir si ça marche. Et à la place des crochets, je vais mettre une vraie valeur de tableau que j'ai copié-collé ici dans ma trace d'exécution. C'est celui que je viens de faire. D'accord? Alors, dans mon corps du programme, j'ai un tableau que je vais appeler T. Je change un peu les noms. Voilà, il s'appelle T, ma variable tableau, qui contient 28 valeurs ici, dans le désordre, et on va demander à cette fonction de procéder au tri. Alors, on va d'abord demander un petit affichage du tableau à trier pour que dans la console, on observe le tableau avant le tri. Ensuite, j'ai marqué input, presser la touche entrée pour trier. Pourquoi? Parce que input, vous savez, ça retient l'exécution d'un programme. Comme ça, on va pouvoir regarder tranquillement comment ça se passe. Et ensuite, j'appelle ma fonction. Ma fonction s'appelle tri sélection. Je passe en paramètre le tableau particulier qui est celui que je viens de générer ici. D'accord? Le tri par sélection de mon tableau. Et après, je demande de l'afficher, ce tableau. Print, le tableau trié sera T qui a cette nouvelle valeur. Alors, suspense, est-ce que ça va marcher? Regardons si le corps du programme s'exécute. Alors, on y va. Tableau à trier, le voilà, le tableau que j'ai copié. C'est le print qui appelle sa valeur. Ça, c'est pour sauter une ligne, vous vous souvenez. Input, là, je retiens, le programme est stoppé à la ligne 16 et presser la touche entrée pour trier. Ça, c'est pour voir plus tranquillement ce qui se passe. Ensuite, dès que je vais taper sur entrée, tri sélection, la fonction va être appelée et affichage du tableau une fois qu'il est passé à la moulinette de la fonction.
Alors, tableau trié, est-ce que ça a marché? Ah bah oui, regardez bien, il est dans l'ordre, mon algorithme fonctionne, on est content, on peut penser que nous y sommes parvenus et donc euh, mon algorithme est effectif. Mais après, nous verrons qu'il y a besoin, c'est pas un exemple qui va montrer que l'algorithme fonctionne, il faut pour ça fournir des preuves. Mais ça, on en parlera plus tard. Alors, qu'est-ce que j'aurais pu faire sinon pour continuer à voir si ça marche? Ben, je peux générer un tableau aléatoire, faites-le, hein, on l'a vu dans la vidéo précédente. Générer un tableau aléatoire, demander à l'utilisateur de rentrer la taille du tableau, par exemple, qu'il souhaite, faire des tris, et pourquoi pas mesurer le temps d'exécution. Bref, il y a beaucoup de choses à faire, mais ça, on y reviendra dans les prochaines vidéos. Je vous montre, avant de terminer, l'exécution du tri sur un tableau un petit peu plus conséquent, comme vous le voyez ici. Le tri par sélection fonctionne, comme vous le voyez. Là, cette fois-ci, j'ai 56 valeurs. Alors forcément, ça va être un petit peu plus long à exécuter. Petite question que je vous pose pour faire la transition avec la suite, c'est est-ce que vous pensez que ce tableau de 56 valeurs, pour le trier, est-ce que vous pensez qu'il faut 2 fois plus de temps que le tableau à 28 valeurs de tout à l'heure? Est-ce que quand je double la taille du tableau, ça double le temps qu'il faut pour le trier? Question très intéressante qu'on abordera en parlant de complexité de ce tri. Je ne viens pas ici, puisque là, le but du jeu, c'était de voir en pratique comment il fonctionne. On voit que apparemment, l'algorithme fonctionne, mais alors remarquez quand même qu'à 56 valeurs, c'est un petit peu long, mais il va y arriver. Voilà, il travaille et on le laisse tranquillement aller au bout de sa tâche. Et pendant ce temps-là, comme promis, je vous avais dit que je vous dirais un tout petit mot de Al-Khwarizmi que je vous ai présenté en introduction de cette vidéo. Alors, il faut savoir que Al-Khwarizmi, un mathématicien géographe du 9e siècle. Vous voyez, il est né en 783. Il est originaire de cette région qui est l'antique Perse, euh, à l'est de la mer Caspienne. On appelait ça le Khwarezm à l'époque, d'où son nom. Et ça, c'est pas l'Arabie, c'est la Perse. Donc, on sait qu'Al-Khwarizmi était d'origine persane. Mais pourquoi est-ce qu'il est ici sur cette carte? Ben, c'est parce qu'il est invité à la cour de Bagdad dans les début des années 1800 pour venir travailler dans ce qu'on appelait la Bait al-Hikma. C'était ce qu'on appelle la maison de la sagesse, fondée par un des premiers califes de cet empire musulman en construction, pour traduire des œuvres des mathématiciens grecs, des penseurs grecs, mais surtout des mathématiciens dans le cas de Al-Khwarizmi, et faire des travaux de recherche scientifique. C'est ce qui se passe à cette époque-là. Et que fait Al-Khwarizmi à Bagdad? Il fait beaucoup de choses, je vous en parlerai dans d'autres vidéos, mais Al-Khwarizmi rédige cet ouvrage qu'on traduira en français comme ceci: un court traité sur le calcul par la restauration et la comparaison. Dans cet ouvrage, il nous montre comment est-ce qu'on peut résoudre des équations du second degré, et il nous donne des méthodes pas à pas qui sont décrites pour résoudre des équations du second degré. Vous doutez que Al-Khwarizmi n'écrit pas les équations de cette manière-là. Il faut savoir que dans son livre, tout est écrit avec des lettres, tout est décrit de manière littéraire. Les notations avec les X et puis les chiffres comme ceci viendront plus tard. Et donc, il utilise 2 méthodes. La première qui s'appelle algèbre. Alors, algèbre qui peut se traduire, qu'on appelle la restauration, mais qu'on appellerait plutôt une transposition, qui veut dire quoi? Vous avez une équation, par exemple, comme ceci, et il nous montre comment, par exemple, le moins x qui est ici, on peut le faire passer de l'autre côté de l'équation pour faciliter le calcul. Cette méthode-là, qui vous est évidemment très familière, est désignée algèbre par, par Al-Khwarizmi, et on appellerait ça aujourd'hui une transposition, faire passer le 20x de ce côté pour faciliter la résolution. Il nous présente une autre méthode qu'il appelle Al-Muqabala, comme vous voyez ici, que nous on traduirait comme la réduction en mathématiques, c'est-à-dire cette équation-là, les membres qui sont de même nature, c'est-à-dire 100 et 58, on peut les simplifier. Il nous explique comment on fait pour que ça fasse 42, il appelle ça Al-Muqabala. Et donc cet ouvrage magistral est un ouvrage de mathématiques qui va traverser les siècles, puisque je vais vous le montrer maintenant, en conclusion de cette vidéo. Il faut savoir que, donc, vous voyez, Al-Khwarizmi, c'était la période du 9e siècle, mais que longtemps
après sa mort dans la péninsule ibérique et notamment en Espagne. Dans les monastères, vous avez vu dans ma petite animation précédente, cette petite illustration, que évidemment ce territoire est sous influence musulmane au début du Moyen Âge, et on a un certain Gerbert d'Aurillac qui va venir dans les monastères catalans, et notamment le monastère de Vic, pour traduire des œuvres qui sont parvenues par ces voies bien connues de l'empire dit musulman, et il va procéder à des traductions donc de livres qui sont rédigés en arabe, en hébreu aussi, et les traduire en latin. Et Gerbert d'Aurillac, comme plein d'autres, viennent dans la péninsule ibérique pour traduire tout ce savoir, qui est en même temps une traduction des œuvres grecques, on y traduit aussi les éléments d'Euclide, mais de l'arabe et de l'hébreu vers le latin. Et aussi des œuvres originales, comme Gerbert d'Aurillac fait, et il fait toute la traduction de cet ouvrage d'Al-Khwarizmi, et plein d'autres traités, et c'est comme ça que toute cette connaissance va pouvoir diffuser dans tout l'Occident dit chrétien, et grâce à ces traducteurs et toute cette transmission de savoir, les mathématiques, mais tout le reste du savoir, va pouvoir infuser dans cette Europe chrétienne qui, au début du Moyen-Âge, commence un peu à s'éveiller. Alors pour la petite histoire, Gerbert d'Aurillac, qui est un grand savant, deviendra pape par la suite, et le pape qui va permettre à la chrétienté de passer l'an 1000. Et que découvre Gerbert d'Aurillac, je vais finir avec ça, c'est qu'il traduit un autre ouvrage de Al-Khwarizmi qui traite de la numération indienne. Al-Khwarizmi décrit comment les Indiens calculent de manière très très habile avec des chiffres, on appelle ça sufr, c'est zéro en arabe. Et Gerbert d'Aurillac découvre par l'ouvrage d'Al-Khwarizmi la numération indienne, 1, 2, 3, 4, et ce chiffre que personne ne connaît encore, le 0. Bref, la numération, les chiffres dits arabes sont en fait des chiffres indiens, transmis non pas par un arabe mais un persan, donc les chiffres arabes finalement sont des chiffres d'origine indienne qui ont transité par le monde arabe pour arriver dans la péninsule ibérique, et ensuite va permettre à l'Europe de quitter ces chiffres romains qui sont imbuvables pour le calcul et vont être exploités par des personnages comme celui-ci pour introduire la numération donc dite arabe, qui sont les chiffres indiens et qui vont faciliter le calcul et aussi faciliter l'essor des mathématiques et du calcul, comme tout le reste du champ de connaissances dans cet Occident chrétien qui, comme vous le voyez, s'éveille grâce à cette période dorée du début du Moyen-Âge, qui est une acquisition du savoir très ancien via les savants musulmans de la fin du premier millénaire. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour ensuite parler d'une autre méthode de tri, le tri par insertion. À bientôt.